Alors avec notre partenaire Aesio, qui est celui qui sponsorise ce plateau, nous allons parler de l'usure professionnelle. Et comme nous avons traité déjà dans une autre vidéo l'usure professionnelle et les risques psychosociaux, on va mettre l'accent en ce début au moins sur les troubles musculo-squelettiques, parce qu'on va voir qu'il y a un lien entre les organisations du travail, les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. On ne peut pas tout dissocier puisque tout est intimement lié. Alors, je reçois le docteur Florence Bénichou qui va nous parler, dans un premier temps, de la définition des troubles musculo-squelettiques et puis après voir comment on peut faire de la prévention. Alors, la définition des troubles musculo-squelettiques, c'est assez vaste en fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, il faut bien comprendre que ces troubles musculo-squelettiques, ce sont des douleurs extrêmement invalidantes. Ce sont des douleurs qui touchent principalement les articulations. Alors, ce qu'on appelle les articulations d'abord distales, pardonnez-moi des termes un peu techniques, mais le poignet, le coude, les épaules. Et ça, c'est spécifique, en fait, d'un type de gestes qui sont plutôt les gestes répétitifs avec des gestes à grande cadence. Exemple, le boucher qui fait toujours le même geste, comment s'appelle les hôtesses de caisse. Voilà, les hôtesses de caisse par exemple. Alors elles ont des problématiques parce qu'aujourd'hui elles passent 10 fois plus d'articles qu'avant puisqu'elles ne tapent même plus. Puis en plus, elles sont chronométrées. Elles sont chronométrées, exactement. Donc dès qu'il y a une cadence élevée et qu'on a effectivement une fréquence forte, les troubles musculo-squelettiques sont effectivement un des risques majeurs. Ça, c'est ce qu'on connaît habituellement. Et vous savez, il y a des opérations qu'on fait beaucoup du canal carpien pour des problématiques de douleur très invalidantes. Parce que, qu'est-ce que c'est en fait, les TMS? C'est une pression qui agit sur un endroit très particulier. Et donc, cette pression, à un moment donné, fait qu'il n'y a plus aucune circulation qui passe, ni musculaire, ni nerveuse, ni vasculaire. Donc, s'il n'y a plus de circulation, de façon très simple, vous comprenez en fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ce qu'on appelle des micromorts cellulaires. Et c'est ces micromorts cellulaires qui créent ces douleurs terribles. Alors, c'est bien connu pour les gestes répétitifs, ce que je viens d'expliquer, mais ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est en fait toute la partie des troubles musculo-squelettiques qui sont au niveau de la colonne cervicale, dorsale et lombaire. Vous savez, c'est les gens qui sont derrière un ordinateur. Parce qu'en fait, pour moi, la vraie définition des troubles musculo-squelettiques, c'est que les gens sont dans une contrainte de corps. Contrainte de corps à faire un geste répétitif, contrainte de corps quand vous êtes devant un ordinateur, vous êtes devant un écran qui fait 20 cm², et en fait, vous êtes concentré toute la journée sur ce tout petit écran. Et cette concentration crée une pression au niveau des articulations. Alors je vous prie de m'excuser, ça va peut-être vous faire rire, mais à la fin de la journée, quand vous êtes face à un ordinateur, je pose le micro, vous êtes en fait comme ça. Et oui, puis tellement... le bras aussi, parce que la position sur la souris, ça crée des troubles du canal carpien. Exactement, ça crée aussi des troubles du canal carpien. Mais surtout, cette pression ici fait qu'aujourd'hui, on a effectivement des troubles musculo-squelettiques, pas seulement dans des gestes répétitifs, mais aussi dans des gens qui sont très statiques, en fait. Et ça, c'est véritablement... vous savez, on parle des maux de dos depuis des années en disant c'est le mal du siècle, mais en fait, la vraie problématique, c'est la pression, c'est la cadence dans laquelle on travaille, oui, et c'est la contrainte du corps. Dans ce siècle, on a augmenté de manière extraordinaire le nombre de personnes qui travaillent sur écran. Donc évidemment, c'est devenu le mal du siècle. C'est devenu le mal du siècle. Et ces problématiques-là, en fait, on peut les résoudre. Alors, on n'était qu'à la définition, là. Donc, ce qu'on a bien compris aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de contraintes de corps. Je répète, la contrainte de corps où il y a des gestes répétitifs, avec une grande cadence, et la contrainte de corps où, au contraire, on est très dans une statique, qui n'est pas bon du tout non plus. Et donc, je parle souvent des Suédois, parce que je les aime bien. Ils ont fait beaucoup de prévention depuis 20 ou 30 ans. Moi, je travaille beaucoup avec les Suédois et les Canadiens. Et clairement, ce qu'ils nous ont appris, c'est que typiquement, si vous êtes face à un écran d'ordinateur, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en termes de prévention? Changer de posture. Non seulement changer de posture, mais mieux que ça même. Il faut faire des étirements toutes les 2 heures. Ils ont mis en place ça en Suède. Ils ont réduit de 85% leurs troubles musculo-squelettiques. C'est juste énorme. Et qu'est-ce qu'il faut faire en termes de changement de posture? Il faut étirer. Si vous faites des étirements, en étirant effectivement les gestes, en tournant effectivement la tête, en faisant ça juste 10 fois simplement toutes les 2 heures, vous avez une prévention super efficace. Ça ne coûte rien aux entreprises. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi agrandir les écrans? Parce que peut-être qu'on aurait moins de pression à se concentrer sur 20 cm²,
si on pouvait en avoir 40. Alors, c'est vrai aujourd'hui que même les gens ont 2 ou 3 écrans même, hein, dans pas mal d'endroits. Mais le final fait que quand même avec la souris, on est tous quand même assez contractés. Donc ce qu'il faut, c'est au contraire quitter, sortir de l'écran et aller faire une pause, vraiment, hein, de 5 minutes. Alors pas pour fumer une cigarette, hein, mais pour vraiment C'est pas le médecin qui va vous dire d'aller fumer une cigarette. Mais vraiment pour faire des étirements, je vous assure, c'est d'une efficacité redoutable. Vous faites juste des gestes comme le crawl, rien que ça. En fait, ça, vous le ressentez quand vous le faites. Faites-le si vous voulez, essayez. Quand vous faites ça, clairement, on rétablit une circulation, on sent une chaleur, et en rétablissant cette circulation, on supprime toutes les problématiques de TMS. Alors, on est dans la prévention. Alors, on a ici des représentants du personnel. Comment les représentants du personnel peuvent agir avec l'entreprise pour aller analyser le type de troubles musculo-squelettiques au risque? Alors, facile, hein, une entreprise de caroleur risque la maladie du caroleur. Ça, c'est clair. Tout le monde la connaît, là, c'est les genoux, etc. Mais des maladies spécifiques qui peuvent ne pas être évidentes au premier regard. Donc, comment on fait un audit avec le CHSCT, par exemple? Alors ça, c'est essentiel, hein, parce que pour moi, c'est la mission du CHSCT, c'est de faire de la prévention au niveau collectif. Donc typiquement, ce que je dis, c'est d'abord voir s'il y a beaucoup de TMS, et ça, il faut travailler avec le service de santé au travail, avec le CHSCT, c'est très important pour moi, de comprendre dans une organisation combien il y a de TMS. Je vous rappelle juste que les TMS, c'est la première cause de maladie professionnelle en France. C'est 1 milliard d'euros aujourd'hui, hein. 1 milliard d'euros. Donc c'est une fréquence extrêmement importante. Du coup, à la sécurité sociale. Oui. Donc à la mutuelle. Exactement. Et clairement, aujourd'hui, c'est un coût à la fois humain parce que c'est très douloureux, et c'est un coût aussi en termes économiques aussi pour l'organisation, pour les entreprises. Elles ont tout intérêt à mettre en place la prévention. Donc moi, je pousse au contraire tous les membres de CHSCT à aller, connaître effectivement la situation réelle de l'entreprise, savoir s'il y a des TMS, combien il y en a et dans quel type de métier. Et deuxièmement, à demander tout spécifiquement pour ces gens d'avoir une pause toutes les 2 heures de 5 minutes qui est très efficace en termes de prévention, en mettant effectivement ces systèmes d'étirement réguliers. Donc ça veut dire aussi qu'il faut revoir l'organisation de l'entreprise. Bien sûr, il faut voir l'organisation. Quand on demande de faire une pause toutes les 2 heures, ça demande effectivement une adaptation de l'organisation. En tout cas, au moins ce que je dirais moi, c'est une flexibilité. Et c'est cette flexibilité qui permet effectivement aux êtres humains d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas des machines. On n'est pas là pour travailler 8 heures de suite sans pouvoir s'arrêter. Ça, c'est une ineptie. Alors, je parlais d'organisation d'entreprise parce que dans quelques entreprises où on a mis en place le lean management, donc c'est-à-dire des tâches très répétitives, très courtes et sans aucune variation, là, on a fait exploser le nombre de troubles musculo-squelettiques. Bien sûr. Alors là, on fait exploser non seulement les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, et les risques psychosociaux. Parce que quand on transforme l'homme en machine, ce que fait le lean, trop souvent, parce qu'à l'origine, le lean est une philosophie pour moi qui est assez intelligente. Toyota. Ouais, au Japon. Toyota au Japon, mais qui l'a mis de façon intelligente. La problématique, c'est qu'on a pris cette méthode et qu'on l'a appliquée un peu à la hussarde, comme je dis moi, dans nos entreprises en France, en disant oui, c'est super, ça va diminuer de 20% le nombre de salariés. Ça a été mis en place dans beaucoup d'entreprises comme ça. Et clairement, je me bats contre ça et j'essaye d'expliquer que le lean, ça se fait avec les gens, pas contre les gens. Et que de transformer les hommes en machines, bah, ça crée des maladies, du désintérêt au travail, du déplaisir, de la désestime de soi, parce qu'on a l'impression qu'on n'utilise plus son cerveau. Et quand on n'utilise plus son cerveau au travail, je peux vous assurer qu'on devient extrêmement malade, parce qu'on n'est plus fier de ce qu'on fait. On a l'impression de faire qu'un travail répétitif sans intérêt. Beaucoup de salariés que je rencontre me disent « Mais vous savez, moi, quand j'arrive dans ma boîte, on me demande de faire un travail stupide, donc je laisse mon cerveau à l'entrée. » Vous vous rendez compte ? Le gâchis pour l'entreprise, qui n'utilise pas l'intelligence de ses salariés, mais en plus, le gâchis pour l'être humain qui ne peut pas se développer. On passe quand même un certain nombre d'heures au travail. C'est la phase 1, parce que la phase 2, c'est je vais améliorer le matériel pour que vous travailliez encore plus vite. Et là, on rentre dans un process qui est le process des objectifs, le process des évaluations, le process de la compétition, qui fait qu'on va ajouter aux troubles musculo-squelettiques une pression morale qui va faire qu'à un moment, le salarié va exploser. Voilà, alors ça, c'est ce que j'appelle la pression des indicateurs. C'est-à-dire qu'effectivement,
Beaucoup de gens nous disent aujourd'hui, de toute façon, mon métier, c'est de cocher des cases parce qu'il faut que j'ai des indicateurs qui soient tous au vert. Donc on passe plus de temps à faire ça qu'à faire un vrai métier. Et la vraie problématique, c'est que les gens perdent le contenu même de leur métier. Ils en perdent le contenu de leur métier. Ils ne mettent plus d'intelligence dans leur métier. Donc clairement, cette pression aujourd'hui des chiffres et des tableaux Excel, c'est pas fait pour nous les êtres humains. C'est pour ça qu'on se bat, et là je peux peut-être avoir un vrai débat avec vous sur aussi les robots. Moi je crois beaucoup au fait que demain, il faut qu'il y ait des métiers où il y a une industrialisation possible des gestes qui vont limiter l'usure professionnelle, qui vont limiter la pénibilité, parce qu'il y a des métiers extrêmement pénibles encore aujourd'hui. Et là, moi, je suis pour la mise en place de robots. En revanche, où est-ce qu'on utilise l'être humain et comment est-ce qu'on fait travailler l'homme avec les robots? Ça, c'est des vraies questions aussi, parce qu'on a besoin aussi de développer ce qu'on appelle la soutenabilité. Vous avez peut-être connu ce concept qui est... Je vois beaucoup de gens qui ont 50, 55 ans, 58 ans et qui me disent « Mais comment je vais faire pour tenir jusqu'à la retraite ? Parce que mon travail est tellement pénible que je n'y arrive plus. La pression est telle que je n'y arrive plus. » Oui, puis ce sont aussi un problème de génération qui a, c'est la mienne, donc je la connais bien. Quand cette génération-là est entrée dans le marché du travail et est entrée dans l'entreprise, la pression n'était pas celle qui est aujourd'hui. Et que ces générations-là n'ont pas été formées aux indicateurs, aux évaluations 360, à la compétition avec chacun, l'épée de Damoclès de l'âge qui avance et du plan de sauvegarde de l'emploi qui se rapproche aussi, parce que quand on a passé 55 ans, on est plus près de Pôle emploi que de l'ascension professionnelle. Et ça, c'est une pression qui vient s'ajouter, encore une fois. Oui, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, à 55 ans, on se dit, si je sors de la boîte, de toute façon, je suis mort. Donc, enfin, je suis mort sur le plan du travail. Alors qu'en fait, on n'arrête pas de dire qu'on a une espérance de vie qui s'est développée. Et il va falloir tous qu'on travaille plus longtemps. Alors, peut-être pas tant nous, mais en fait, les jeunes générations, il faudra qu'ils travaillent 45 ans, minimum. Donc, on le sait que ça va s'allonger. On n'a pas d'autre solution aujourd'hui. En tout cas... on demande à nos politiques, on a vu le débat hier soir, mais... Alors, on a eu ici même un débat avec le Conseil national des retraites qui dit que mécaniquement, le déficit des caisses de retraite se rétablira à partir de 2030, parce que la classe la plus nombreuse qui est partie à la retraite, c'est la classe 46, qui est partie en 2006. Donc ils ne sont pas éternels, donc on va arriver à un moment où ils ne seront plus, et puis toutes les années... il y a un peu moins de gens qui vont partir et un peu plus qui vont décéder. Ce qui va rétablir... Donc on peut décider, la décision politique serait de boucher le trou des caisses de retraite pour faire partir les gens plus tôt et pouvoir embaucher des plus jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans le marché du travail avec son premier CDI à 27 ans en moyenne. Ouais, et ce serait peut-être le moyen de les faire rentrer à 23, à 24 ou 25. Et éviter d'avoir des gamins qui sont à bac plus 7, plus 8 pour éviter d'aller à des gamins chez Pôle emploi. Parce que finalement... c'est ça aujourd'hui. On allonge les études pour éviter de pointer chez Pôle emploi. Enfin, d'ici à 2030, on a encore quelques 15 années à tenir. On bouge d'autres trous. Je veux dire, on peut boucher celui-là aussi. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Donc, l'organisation de l'entreprise, et c'est là aussi où les institutions représentatives du personnel, puisque j'imagine qu'ici, on n'a pas uniquement que des élus de comité d'entreprise, mais aussi des délégués du personnel, des délégués syndicaux et peut-être des membres de CHSCT, doivent jouer ensemble pour faire cette prévention, parce que vous l'avez évoqué en milliards, parce que ça se traduit toujours par de l'argent. Ce que coûtent les troubles musculo-squelettiques, vous avez dit le chiffre, c'est 1 milliard d'euros aujourd'hui. 1 milliard d'euros. Ouais, et c'est en pleine croissance. Hein. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait, avec les médecins du travail, ils ont inventé ce qu'on appelle les outils de la prévention de la santé physique. Pendant des années, hein, on a obligé les gens à porter un casque, des chaussures de sécurité, des gants, des lunettes, des bouchons dans les oreilles pour se protéger. Donc ils ont caréné les hommes, et ils ont caréné les machines. Ça a fait moins de bras coupés, moins d'accidents du travail, et c'est vrai qu'on a fait baisser les accidents du travail. La vraie problématique aujourd'hui qu'on a dans les entreprises, c'est la montée des maladies professionnelles, dont les troubles musculo-squelettiques, dont tous les types de dépression qu'on voit aujourd'hui, en particulier toutes les problématiques de santé mentale avec le burn-out, le bore-out, toutes ces problématiques de dépression graves. Hein. Et puis, troisième élément, qui est pour moi aussi majeur, c'est tout ce qu'on voit comme accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde, ce que j'appelle les maladies cardiovasculaires précoces. Regardez autour de vous aujourd'hui le nombre de personnes qui font des accidents vasculaires cérébraux
à 42, 48, 47 ans, ou des infarctus du myocarde avant 40 ans, c'était des choses qu'on ne voyait absolument pas avant, clairement. Et quand vous faites un accident vasculaire cérébral à 42 ou 50 ans, je peux vous dire que vos perspectives d'évolution après sont extrêmement obérées. Alors, la nécessité absolue qui est celle de faire de la prévention, elle a une raison, c'est de peser sur le déficit de la sécurité sociale. Parce que si on fait de la prévention et qu'il y a moins de malades, ça va coûter moins cher à la caisse d'assurance maladie. Mais aussi, puisqu'aujourd'hui tout le monde a une mutuelle, sur vos cotisations mutuelles. Parce que si on préserve les gens de la maladie, la mutuelle, elle, va faire des économies, ça va vous éviter de payer des primes de plus en plus chères. C'est pour ça qu'il est nécessaire. Et puis la santé étant quand même la chose primordiale, mais les cotisations, c'est pas anodin, parce qu'on va sinon arriver dans un cercle sans fin, qui est celui d'avoir une santé qui n'a pas de prix, mais qui a un coût. Et ça, le coût, on pourra, à un moment, on va plus pouvoir l'assumer. Exactement. Alors sur le coût de la santé, c'est vrai que c'est un vrai grand sujet aujourd'hui, hein. On est aussi culturellement dans un pays où on est plus sur le traitement des problématiques et des pathologies plutôt aiguës. On ne sait pas bien traiter d'ailleurs les pathologies chroniques, mais on n'a pas une grande culture de la prévention dans notre pays. Moi, je me bats depuis presque 30 ans pour faire de la prévention et expliquer l'intérêt de la prévention. On a assez peu de culture de ça, et je pense que c'est vraiment dommage, parce que quand je vous parlais de la prévention des TMS, c'est assez facile, ça ne coûte pas très cher. Effectivement, ça demande 5 minutes toutes les 2 heures. Voilà, c'est juste ça, mais c'est puissant en termes d'efficacité. Tout ce qui est le dérouillage matinal aussi dans les usines aujourd'hui, ça commence un petit peu à se développer. Ça évite beaucoup de problématiques d'accidents du travail. Et maintenant, toutes les maladies dont je viens de vous parler, là, qui sont ce que j'appelle moi des maladies professionnelles précoces, hein, les maladies cardiovasculaires précoces, vous allez le voir, ça se développe, on en voit de plus en plus. Donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, évidemment, là, il faut se lancer dans la vraie prévention, c'est-à-dire moi, ce que je développe, c'est véritablement dire qu'il faut développer une vraie qualité de vie au travail. Et attention, je me bats contre le bien-être au travail. Ça, c'est vraiment un élément important pour moi. J'en ai marre de voir les entreprises qui sont très fières d'avoir des tables de baby-foot et des tables de ping-pong, là. Des massages, alors pour soi-disant améliorer les TMS, donc des massages, des cours de sophrologie, des cours de méditation, tout ça c'est très bien, hein. C'est très efficace, mais pour moi c'est de la qualité de vie hors travail. On n'est pas sur le travail. La vraie problématique, si on veut être efficace sur ces sujets-là, si on veut faire de la prévention, c'est être efficace sur le travail. Oui, c'est donc de l'organisation du travail et pas des petits artifices qui sont mis en place. Alors je dirais même plus, moi, donc quand je dis je me bats contre le bien-être, hein, pardonnez-moi, le bien-être c'est important aussi, mais ça c'est dans la vie personnelle pour moi, on doit s'occuper de ça. Tout ce qui est là, ce que j'appelle la papouillothérapie, hein, tout ce qui vous fait un peu vaguement du bien, quand pardonnez-moi, j'ai un peu un discours franc, mais moi je me bats beaucoup plus. Mon combat aujourd'hui, c'est pour que les gens soient bien au travail. Je suis pour le être bien au travail, mais pas pour le bien-être. Vous allez me dire que je charrie peut-être un peu sur les mots, mais pour moi, les mots ont du sens. Et que pour moi, être bien, ça va être bien effectivement à un certain nombre de niveaux. Et c'est ça qui doit définir la vraie qualité de vie au travail. Donc pour moi, le premier niveau, si vous le permettez, c'est être bien d'abord, j'allais dire, dans son job, dans sa compétence, avoir une formation, avoir des outils qui fonctionnent, être dans un environnement de travail correct pour travailler. Ça, c'est la base pour moi. C'est le premier niveau, c'est ce qui donne la sécurité au travail. Le deuxième niveau, c'est véritablement être bien dans sa tête et dans son corps, c'est-à-dire être en bonne santé physique et mentale, mais surtout avoir une bonne autonomie. Troisième niveau, c'est être bien dans son organisation de travail, justement. Et là, dans l'organisation de travail, c'est là que se joue le contenu du travail, les changements d'organisation, la charge de travail et la relation avec le manager N+1. Quatrième niveau, c'est être bien avec toutes ces relations au travail. C'est toutes les relations interpersonnelles, c'est le respect, c'est la reconnaissance, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Mais c'est aussi le collectif. Très important le collectif, l'esprit d'équipe. On a beaucoup perdu l'esprit d'équipe collectif. On a individualisé les relations du travail au maximum. Au maximum. Et on a même mis les gens en compétition les uns vis-à-vis des autres. Donc vous voyez, ce quatrième niveau, c'est vraiment pour moi très important, c'est les relations interpersonnelles.
Et puis le 5e niveau, c'est ce qu'on appelle, nous, être bien avec sa gouvernance. Savoir en quoi son job est utile. Pourquoi je me lève le matin? Quelle est la vision de ma boîte? Quelles sont ses valeurs? Est-ce qu'il y a de l'équité? Est-ce qu'il y a de l'exemplarité au plus haut niveau? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance, exactement. Et ça, très clairement, on a mis au point, nous, toute une démarche aujourd'hui qui doit nous permettre de piloter cette qualité de vie au travail. Les 5 niveaux que je viens de vous expliquer, c'est nos 5 S à nous. Vous voyez, dans le Lean, il y a les 5 S. Alors, avec un peu de provocation, je le reconnais, j'ai voulu créer ce qu'on appelle une méthode, qui s'appelle la méthode HQH, qui nous permet effectivement de développer ce que j'appelle la haute qualité humaine. Alors, je vous rassure, hein, on n'est pas des eugénistes, on ne va pas transformer les gens en bons humains. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de révéler la haute qualité humaine qui sommeille dans les organisations. Je trouve ça fou. Quand je vous disais que les gens ne laissent leur cerveau à l'entrée, qu'ils ne peuvent pas effectivement exprimer leur talent, développer leurs compétences, je trouve ça dingue. Alors, on peut même dire que quelquefois, ils ne l'amènent pas dans l'entreprise. Le hasard a fait que j'avais un rendez-vous à la Défense, au pied de l'Arche, là, à la sortie du métro, et que pendant 5 minutes, j'ai observé les gens qui sortaient. C'était à l'heure où les gens arrivent. On a l'impression qu'ils sont sur des rails, ils ont les écouteurs dans les oreilles, et j'allais dire que quelquefois, ils ont des casques aussi. Et j'ai l'impression que plus le casque est gros, plus ils vous disent « je ne vous parle pas, je suis dans ma bulle, je ne vous parle pas ». Et ils marchent comme s'ils étaient dans des rails. J'en ai même vu 2 qui se connaissaient se saluer en se touchant les sacoches. Ça, je pense que quand on observe ça, on est au paroxysme de l'individualisation de la relation. Et il ne faut pas s'étonner après que des gens arrivent dans les open space et ne disent même pas bonjour, se mettent en place et se mettent à travailler. Je pense que ça aussi... Alors, comment créer du lien de nouveau? Et c'est là tout le rôle des élus et mandatés. C'est créer du lien entre les travailleurs. Comment on fait pour arriver à créer ce lien-là? Alors, créer du lien, c'est essentiel. On sait que le soutien, j'allais dire du manager N+1 et surtout des collègues, est un facteur de régulation extraordinaire de tous ces risques psychosociaux et de même des TMS. Parce que quand on crée du lien, on va boire un café ensemble. Et quand on boit un café, là, on travaille d'ailleurs beaucoup, mais on bouge. Et la problématique, c'est que, 1, dans les entreprises, on ne bouge plus suffisamment, et 2, on ne se parle plus suffisamment. Donc ça rejoint ce que vous dites en disant, effectivement, aujourd'hui, on se dit à peine bonjour. Et ça, c'est des éléments majeurs de prévention. Donc moi, je dis vive la machine à café, hein, je peux vous dire que c'est un grand outil de prévention. Alors, il y a une vertu de plus, sans aller trop en dehors, c'est qu'on est tous dans des entreprises où la communication circule de plus en plus mal, y compris même dans des boîtes de communication. Si vous n'êtes pas à la machine à café, vous n'apprenez rien. Donc ça fait monter le taux de caféine. Alors le médecin va dire que pas de nicotine, pas de caféine. Mais c'est encore à la pause café et à la pause cigarette qu'on apprend le plus de trucs, y compris sur des choses dont on devrait être au courant en tant qu'individu à son poste de travail. C'est dans les pauses. Alors il y a le lien social dans les pauses et il y a aussi l'information qui circule et quelquefois des idées qui naissent. Bien sûr. Alors je voudrais vous raconter une petite histoire. Parce que je pense qu'au-delà de toute la théorie, les gens retiennent beaucoup plus ces petites histoires. C'est pour vous dire aussi comment des fois on isole des gens dans les organisations. Je vous raconte, une fois j'étais dans une usine et on fait des diagnostics, donc on va interroger un certain nombre de salariés et on tire au sort un salarié. Je tire au sort une personne et la DRH me dit « Ah non, vous n'allez pas interroger cette personne, hein, franchement. » Je lui dis « Écoutez, nous c'est dans notre méthodo, donc on va y aller. » Et elle me dit « Il est neuneux. » Neuneux? Je dis « Ah bon, ça veut dire quoi, neuneux ?» Oh, elle me dit, c'est un garçon, il parle à personne, il est tout le temps dans son coin. Franchement, vous allez perdre votre temps. Ah, je lui dis, non, mais écoutez, on va y aller quand même. Je rencontre cette personne, un peu sur la défensive au départ. Puis je rentre en contact avec lui. Petit à petit, on établit la confiance. Et puis, il commence à me parler. Et puis, il me dit, mais vous savez, il me dit, madame, quand je suis arrivée ici, j'avais plein d'idées. J'avais envie d'amener des améliorations, de proposer des choses. Puis on m'a dit, écoute, toi, tu es un ouvrier, donc tu la fermes et tu restes dans ton coin. Donc il a dit, bah écoutez, moi c'est devenu un boulot purement alimentaire. Et donc je continue à discuter avec lui. Et à la fin de l'entretien, écoutez-moi bien, ce garçon, en fait, il est champion du monde de Scrabble, pardon. Il parle 5 langues, il voyage dans le monde entier. Et vous voyez, je me dis, mais quel gâchis pour les boîtes de ne pas utiliser l'intelligence de cette personne. Et des histoires comme ça, des champions de Scrabble, j'en ai plein. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment inventer un système avec une méthode et des outils pour permettre aux entreprises de bouger sur ces sujets-là,
et véritablement d'arriver à révéler la haute qualité humaine qui sommeille dans les organisations, je le répète. D'ailleurs, souvent Jean Auroux vient, ancien ministre du Travail, et il dit « Je préférerais qu'on nomme les DRH directeurs des relations humaines que des ressources humaines. » L'humain, ce n'est pas une ressource. Le gaz, c'est une ressource, le pétrole, c'est une ressource, l'électricité, c'est une ressource, l'eau, c'est une... Mais l'humain, on a des relations avec. L'humain, c'est pas une machine qu'on utilise, qu'on presse et puis qu'on jette, quoi. L'humain, c'est quelqu'un qui parle, quelqu'un qui pense, et quelqu'un qui évolue, et qui peut permettre d'évoluer, de faire évoluer une structure. Et ça, c'est peut-être ce qu'il faudrait apprendre aux entreprises. Et allez, regardons-nous, les représentants du personnel, quelquefois, on est un peu co-coupables de la situation, on tourne nous-mêmes la manivelle à faire en sorte qu'on reste dans la ressource humaine et pas dans la relation humaine. Quelquefois, il faut qu'on se regarde dans le miroir et on peut se dire qu'on y est pour quelque chose. Bien sûr, et la première chose qui est essentielle dans la relation humaine, Jacques, pour moi, c'est véritablement le dialogue. C'est d'abord se parler. Et la vraie problématique, moi je constate tous les jours dans les organisations dans lesquelles je travaille, c'est qu'on ne se parle plus. Alors on se dit bonjour, on se dit au revoir, on se parle vaguement des vacances. On a des mails maintenant. On a beaucoup de mails, mais on ne se parle plus du travail. Du comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Et c'est ça aujourd'hui qui détruit en fait l'ensemble du travail. Et le fait que voilà, on arrive comme des machines. Et voilà, c'est bien écrit dans le code du travail. Hein, on doit adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Alors, il y a un autre fléau qui fait aussi qu'on ne se parle pas, c'est l'open space. L'open space, alors je ne sais pas vous si vous êtes en open space, mais chaque fois, c'est pour améliorer la communication entre les individus. On se rend compte que ça améliore le passage des parasites plus que de la communication, parce qu'à un moment, il y a tellement de bruit qu'on ne se parle même plus. Dans un premier temps, on se téléphone, de là à là, et dans un deuxième temps, on s'envoie un mail. On s'envoie des mails, alors qu'on est face à face, on ne se parle plus. Et ça aussi, ça participe à l'enfermement des gens. Et alors là, on va sur les risques psychosociaux. Complètement. Alors attention, moi je parle du principe aussi que le travail a profondément changé. Et qu'on ne peut plus travailler comme on travaillait avant, chacun dans son bureau. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui repenser même complètement les aménagements de travail. Et nous, on le repense avec un certain nombre de nos clients qu'on accompagne. Parce que je crois aujourd'hui que le travail est complètement différent. Il y a des périodes dans notre journée où on a besoin d'être seul pour réfléchir. Et puis il y a des moments où on a besoin au contraire d'être ensemble, en intelligence collective, pour co-construire des solutions, trouver des solutions au sujet extrêmement complexe. Et qu'il faut des lieux différents. Et dans sa journée, on doit pouvoir passer dans des lieux différents. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, des choses nouvelles. Donc je pense qu'on est passé d'un extrême à un autre. On est passé des bureaux totalement fermés à des bureaux totalement ouverts où on avait des très grands plateaux avec 200 personnes. C'est juste l'enfer. L'enfer sur un plan du bruit et tout. Vous sortez de là, vous avez une tête comme un compteur à gaz. Et je ne sais même pas comment on arrive à se concentrer pour travailler correctement dans ces endroits-là. En revanche, aujourd'hui, avoir des petits endroits où on peut travailler ensemble, à 6, à 8, avoir vraiment des endroits vraiment de travail collectif, ça c'est intéressant. Vous voyez, mais je crois qu'il faut une flexibilité beaucoup plus grande dans la façon de travailler. Alors, il y a même des moments où le télétravail est nécessaire parce qu'on doit travailler tout seul dans un environnement qui permet plus de concentration, plus de créativité selon les postes qu'on a. Et le télétravail montre qu'on peut être 30% plus productif quand on travaille à distance parce qu'on n'est pas pollué par... Tiens, tu peux me faire ça. Tiens, tu peux appeler machin. Tiens, tu peux me rédiger ça. Oh, au fait, est-ce que tu as le renseignement là-dessus? Et finalement, on n'arrive pas à faire une tâche suivie plus de 5 minutes. Et ça use le cerveau aussi. Alors, les interruptions de tâches, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est terrible. On est interrompu toutes les 12 à 14 minutes à peu près. Donc, c'est vrai que le télétravail, c'est extrêmement efficace. Je dirais le télétravail, c'est comme tout. C'est une question de mesure. Il ne faut pas en avoir de trop non plus. Quand on sait qu'on est à plus de 2 jours de télétravail, ça réisole les gens. Et là, ça recrée un risque différent. En revanche, une journée de télétravail par semaine, surtout en banlieue des grandes villes, c'est extrêmement efficace. Parce que là, on n'a pas en plus le temps de transport. On travaille de chez soi, avec une tranquillité, avec une efficacité bien plus importante. Donc moi, je suis vraiment pour le développement du télétravail. Et je pense que c'est un vrai combat, en tout cas, pour les partenaires sociaux aujourd'hui. Alors, on parlait tout à l'heure des risques psychosociaux, on va y revenir.
juste parce qu'il y a un mouvement qui veut faire reconnaître notamment le burn-out comme maladie professionnelle. Peut-être qu'il faudrait signaler à nos amis que le véritable enjeu, c'est pas de replonger la responsabilité sur les employeurs. C'est juste celle de rétablir la situation de pollueur-payeur. Sauf que si le burn-out était reconnu comme maladie professionnelle, je crois que le chiffre que j'ai en tête, c'est 11 milliards d'euros à la Sécu qu'on économiserait sur notre régime général qui est le nôtre, mais qui pèserait sur la caisse des risques professionnels qui est financée uniquement par les employeurs. C'est pour ça qu'il y a une réticence. Ce qui n'empêche qu'il faut travailler au quotidien pour faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Alors c'est compliqué le burn-out. C'est compliqué à plus d'un titre. La première chose, c'est que d'abord, aujourd'hui, c'est pas reconnu comme une maladie. Donc déjà, l'Académie de médecine a sorti un rapport en janvier 2016, il y a un an, montrant que c'était pas reconnu comme une maladie. Et c'est vrai qu'en tant que médecin, on a un gros bouquin qui fait la synthèse de l'ensemble des maladies mentales dans le monde, qui s'appelle le DSM-5. Et vous cherchez épuisement professionnel, burn-out, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le burn-out, c'est un syndrome, c'est-à-dire une association de symptômes. Mais ce n'est pas encore une maladie. On n'a pas assez d'éléments pour définir correctement cette pathologie. Donc aujourd'hui, il y a des excès dans le diagnostic. Et très clairement, moi j'entends plein de gens qui me disent « Ah là, je suis parti 2 mois, j'en pouvais plus, je suis revenu, j'avais fait un burn-out ». C'est vrai qu'on le met un peu à toutes les sauces. Voilà, alors attention parce qu'un vrai burn-out, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est-à-dire que ça vous arrête au moins 9 mois à 1 an, voire 2 ou 3 ans. Et je suis un certain nombre de personnes qui ont vraiment fait des burn-out. Alors ça n'a rien de scientifique, mais dans mon expérience professionnelle, aujourd'hui, en tant que clinicien, clairement, j'ai 1/3 des gens qui ont fait un burn-out qui ne reprendront jamais le travail. Donc on est sur des sujets graves. Hein, parce que quand ça vous arrive à 45, 50 ans et que vous ne pouvez plus reprendre le travail, vous voyez un peu aussi les conséquences sur votre vie tout court. Pas que la vie professionnelle. Il faut aussi faire la différence entre le burn-out et la dépression. Alors, mais le burn-out, c'est quand même... On commence à avoir des éléments assez clairs. Hein. La dépression, c'est plutôt quelque chose qui arrive progressivement, je dirais. Alors, ce que le docteur Schoenberg, je sais pas, Schoendorf, oui, nous expliquait, c'est que la différence entre le burn-out et la dépression, c'est quand vous vous adressez au patient, le patient dépressif est incapable de vous dire que ça ne va pas et ne sait pas vous dire quand ça a commencé à pas aller, quand il se rend compte que ça ne va pas. Exactement. Alors que quand il est atteint d'un burn-out, il va vous dire c'est arrivé avant-hier à 11h et il reprend ses esprits après, plus ou moins. Et c'est ça la différence. Et il y a toujours une forme de violence dans le burn-out. Et même dans le burn-out, donc c'est très violent et c'est très brutal. C'est-à-dire que quand vous dites, moi, tous les exemples que je connais, c'est exactement ça. Ils m'ont tous dit, ça m'est arrivé le 12 mars à 8h du matin. C'est très précis. Ils savent exactement le jour où ils n'ont pas pu se lever. Oui, ou l'acte qu'ils ont fait, ils savent très bien comment ça s'est passé. Ce convoyeur de fonds à Toulouse qui attendait son patron avec un fusil, qui a tué son patron, qui a posé le fusil, qui a appelé lui-même la police. C'était fini. Il avait explosé, enfin, il s'était consumé et c'était terminé. Alors, tout le monde ne va pas jusqu'à tuer son patron, hein, ou se suicider lui-même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, attention déjà donc, sur le vocabulaire. Hein. Le burn-out est un terme qui est utilisé à tort et à travers aujourd'hui. En revanche, les vrais burn-out, oui. Et là, je pense que dans quelques années, on aura des définitions plus précises et je pense que ce sera reconnu véritablement comme une maladie professionnelle. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore une maladie. On n'a pas de tableau parce qu'il faut être inscrit au tableau des maladies professionnelles pour pouvoir être reconnu comme maladie professionnelle. Donc on a encore quelques années. Il y a un rapport qui vient de sortir de l'Assemblée nationale, là, je crois que c'était le 9 février 2017, avec 27 propositions justement pour essayer de réduire les burn-out et pour voir comment est-ce qu'on peut les prendre en charge. Donc là aussi, la prévention est essentielle. Ce qu'il faut, c'est travailler sur la prévention, faire comprendre ce que c'est que cette pathologie, faire bien comprendre que ce n'est pas un sujet de gens fragiles. Moi, j'entends trop souvent ça. On me dit, ouais, les gens qui ont fait un burn-out, c'est des gens fragiles. Non. Problématique, c'est comment l'organisation du travail a poussé les gens à en arriver là. Puis l'ambiance de l'entreprise, est-ce que le salarié a un peu de reconnaissance? Est-ce que le salarié n'est pas trop facilement débordé et bien utilisé à la place qui est la sienne? Est-ce qu'il a l'impression d'être utile? Est-ce que il y a tout un tas de critères qui sont entièrement d'accord avec vous, Jacques. Simplement, ce qui est essentiel pour moi aussi sur le burn-out, c'est de bien comprendre que ce sont aussi des personnalités. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des grands perfectionnistes, des gens qui adorent leur boulot, des gens hyper impliqués.
Les anglo-saxons disent c'est la maladie du high achievement, c'est-à-dire de l'hyper-engagement, des gens qui adorent faire bien leur travail. Donc ce sont des gens que les entreprises adorent, hein. Mais ce sont des gens qui travaillent trop, d'abord. En général, il y a une charge de travail très importante. Et vous parliez de lien tout à l'heure. Moi, je pense, ça fait des années que je pense ça, mais j'essaye de le vérifier chaque jour. Je pense que la vraie problématique du burn-out, c'est la rupture du lien. Écoutez-moi bien, pour moi, c'est la pathologie du lien. C'est-à-dire que ce sont des gens, d'abord, ils arrivent tôt le matin au bureau, ils sont là à 7 heures, ils partent à 23 heures, donc ils font des journées extrêmement longues. Donc ils n'ont plus le temps d'avoir de vie familiale, de vie personnelle, de vie amicale. Ils n'ont plus le temps d'aller au théâtre, au cinéma, hein. Ça c'est plus possible dans leur vie. Ça c'est la première rupture. Deuxième rupture, c'est déjà ensuite avec leurs collègues. Ils n'ont jamais le temps d'aller boire un café, d'aller déjeuner. Ils bossent, ils sont dans une roue. Et d'ailleurs, ils sont de moins en moins efficaces, mais ils bossent de plus en plus pour arriver effectivement à avoir encore un tout petit peu de résultats. Et puis la troisième rupture du lien, c'est le lien avec eux-mêmes. Et c'est bien pour ça qu'à un moment donné, les gens autour me disent, mais on ne le reconnaît plus. Les épouses ou les maris des personnes qui ont fait des burn-out me disent, mais je ne le reconnaissais plus. Il s'est transformé en machine. Vous voyez, et là, les gens se transforment en machine. Ils se coupent du lien avec tout le monde et avec eux-mêmes. Et c'est cette rupture de lien majeure qui crée effectivement cette pathologie mentale. Qui fait qu'à un moment donné, on déconnecte avec soi-même. Oui, et là où ça ajoute de la difficulté à nos rôles de représentants du personnel, c'est que quand vous allez intervenir pour libérer de la charge de travail, pour améliorer, c'est une catastrophe. Parce qu'il a l'impression qu'on l'empêche de travailler. Qu'on l'empêche de travailler. Et puis alors attendez, ce sont des gens qui sont dans le déni total. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'ils ont des signes. Ils voient bien qu'ils dorment plus. Ils voient bien qu'ils ont des problèmes. Mais ils sont dans le déni. Ils disent oh, c'est pas grave, ça va pas durer. Ils ont toujours l'impression qu'ils vont s'en sortir. Donc ils n'ont pas la vision réaliste de ce qu'ils vivent en fait. Et petit à petit, ils s'enfoncent dans un déni qui fait que non, tout va très bien. Ils sont ravis de ce qu'ils font. Ils adorent leur job en général en plus. Donc, c'est souvent des passionnés. Ce sont des passionnés. Et quand ils craquent, alors là, il y a un élément très très fort qui arrive quasiment tout le temps, c'est la culpabilité. Ils s'en veulent parce que quelque part, ils se sentent de ne pas avoir été à la hauteur de l'entreprise. Alors il y a ça, et puis il y a aussi ce sentiment de mission impossible. C'est les objectifs qu'on met et qui, à un moment, étant toujours de plus en plus haut, on est dans le syndrome de la mission impossible. Je ne vais pas y arriver, ce qui va augmenter la pression. Et là, c'est encore l'élément sur lequel on doit être vigilant en tant que représentant du personnel, quand on est dans les NAO notamment, ou quand on négocie les accords de rémunération variable, puisque rémunération variable sur objectif, là aussi il faut être très vigilant, ou quand tout simplement, en tant que délégué du personnel, comité d'entreprise ou membre de CHSCT, on demande de temps en temps combien il y a d'arrêts de travail dans l'entreprise, de combien de jours, et qu'on regarde dans quel service c'est situé. Parce que si c'est situé dans le même service, là on commence à tirer la ficelle et se rendre compte qu'il y a peut-être un problème de management. Donc est-ce qu'on fait assister le manager? Est-ce qu'on met soi-même la pression au manager pour qu'il se calme? Comment on doit faire? Et ça c'est très très compliqué et ça demande une bonne formation d'élu. Et je pense que là, si vous n'avez pas été formé là-dessus, il faut que vous le fassiez d'urgence. Alors oui, non seulement il faut que vous vous formiez bien sur ces sujets parce que c'est essentiel, et aujourd'hui il faut bien se dire qu'on a parlé des TMS et c'est important, mais 80% des problématiques de santé au travail sont des problématiques de santé mentale aujourd'hui. C'est-à-dire des problématiques de burn-out, de dépression, ce qu'on appelle la souffrance au travail, le stress au travail, tous ces systèmes de pression. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être bien formé dessus. Je pense aussi, et là c'est ma vieille expérience, j'allais dire, qui parle, je pense que ça ne sert à rien de stigmatiser des gens qui ne sont pas des bons managers. La problématique en France, c'est qu'on a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des managers experts. Ce sont d'anciens et bons experts à qui on a dit, tout d'un coup, tu étais un super bon expert, tu vas devenir chef d'équipe et tu vas devenir manager. Waouh, super. Donc ce management d'experts fait qu'on a des gens qui sont devenus managers alors qu'ils n'ont aucune appétence pour ça. Ils n'aiment pas forcément ça. Deuxièmement, on ne les a jamais formés. On leur dit, tu es assez bon technicien, tout d'un coup, tu vas devenir manager comme ça, du jour au lendemain. Eh bien non. Là aussi, c'est un métier qui s'apprend, le management. On peut être le pire des techniciens et le meilleur des managers. Le manager, c'est quoi? C'est
C'est celui qui sait mettre en place une équipe et la faire fonctionner en mettant les bonnes personnes aux bonnes places. C'est pas celui qui sait mieux que tout le monde comment on fait. Celui qui sait mieux que tout le monde comment on fait, lui, il sait tout faire. C'est pas la peine qu'on lui donne une équipe puisqu'il sait tout faire. Il suffit juste d'étaler sa charge de travail. Mais la qualité première du manager, c'est de monter une équipe exactement comme un manager d'une équipe de foot, en mettant le meilleur gardien à sa place, les meilleurs défenseurs à leur place, les milieux de terrain, les attaquants. Il y a des très bons managers qui n'ont jamais été des bons footballeurs. Ça existe aussi. C'est vrai pour tous les sports. Pardon, j'arrive de Toulouse, donc je vais vous parler plutôt de rugby. Moi, je faisais une intervention il n'y a pas très longtemps avec Marc Lièvremont, qui est l'ancien responsable de l'équipe de France de rugby. Et on discutait ensemble et je lui parlais de la taille des équipes en termes de management. Et je lui disais, mais Marc, moi ce que je constate dans les entreprises, c'est qu'en fait au-dessus de 15 personnes, on a beaucoup de mal à manager des équipes, c'est très compliqué. Il me dit, mais tu sais, c'est normal, hein. Nous dans les sports collectifs, il n'y a aucun sport collectif où il y a plus de 15 personnes. Ah, je lui dis, ça m'intéresse. Je trouvais ça intéressant. Il me dit, bah oui, parce que nous aussi, on ne peut pas faire équipe au-delà de 15. Donc, alors le chiffre de 15 est peut-être, on peut le mettre à 13 ou à 14, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que pour moi, et là je vous rejoins complètement, le rôle majeur d'un manager, c'est de créer le collectif, de créer une équipe qui va se soutenir, s'entraider. Mais aujourd'hui, on a mis trop les gens en compétition les uns contre les autres, donc on voit un effritement du collectif, un effritement de ce soutien qui est majeur, qui est un facteur de régulation essentiel dans les organisations. Et ça, pour moi, c'est vraiment le rôle du manager. Pour moi, le manager, il a deux rôles. Un, c'est donner le sens, dire pourquoi est-ce qu'on bosse et pourquoi est-ce qu'on doit aller dans ce sens-là. Et deux, c'est créer le collectif pour qu'on y aille ensemble. Oui, et savoir dans une équipe qui doit être où, à quel moment, et utiliser toutes les compétences de l'individu et pas l'obliger à faire des choses qu'il ne sait pas faire, qu'il ne saura jamais faire et qui vont lui mettre une pression inutile. Je connais des gens, c'est pas la peine de leur mettre une pression extraordinaire à faire de l'administratif, c'est pas leur truc. Il y en a en revanche qui sont pinailleurs et qui le font très bien. Le bon manager va être celui qui va répartir les tâches de manière à ce que chacun fasse ce qu'il sait faire au mieux et dans les meilleures conditions. C'est ça le management. C'est pas je sais tout faire et si vous n'avez pas le temps de le faire, je ramasse le dossier. Parce que là, c'est le manager qui risque le burn-out. Ça existe aussi. Des managers qui se mettent dans des positions où eux-mêmes se mettent la pression parce qu'ils veulent récupérer la charge que l'équipe ne peut pas assumer. Ça, c'est une catastrophe parce qu'il met toute l'équipe en danger. Parce que là, il y a la culpabilité de l'équipe, il y a lui, sa culpabilité de ne pas avoir réparti les choses comme il faut, de manière à faire une mission qui aboutisse. Et ça, ce sont souvent ceux-là, d'ailleurs, qui font des burn-out parce qu'ils prennent tout sur eux. Et ils ne savent absolument pas déléguer. Un bon manager, il doit savoir correctement déléguer la charge de travail, il doit avoir une bonne autonomie, il doit effectivement savoir correctement distribuer. Tous ses collaborateurs. Et bien connaître tous ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'on fait en revanche quand on a un manager qui, effectivement, n'a pas du tout cette appétence et cette capacité à bouger? Parce que derrière, ce qu'il faut, c'est leur faire prendre conscience aussi du mal que ça fait pour les équipes. Et ça, c'est important. Il faut qu'on arrive à toucher le manager en lui montrant que son équipe ne va pas bien. Une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est très intéressant. Parce que là, on arrive à avoir des gens qui parfois se disent « Waouh, j'imaginais pas que mon management pouvait avoir ces conséquences-là. » Et à ce moment-là, quand les gens viennent vous voir et vous disent « Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ?» Là, on a gagné. Et là, ça vaut le coup de faire des formations pour des managers, de les accompagner, de leur faire comprendre comment on va les faire passer d'un point A à un point B en termes d'évolution. Et de les accompagner eux aussi. Parce que vous savez, des vrais mauvais managers, ce qu'on appelle les fameux pervers narcissiques, il y en a très 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 peu. Les gens sont plutôt de très bonne foi, ils ont envie de bien faire leur job. Oui, mais ceux-là, ils ne reconnaîtront jamais qu'ils sont trompés, les pervers narcissiques. Oui, méfiez-vous de ceux-là, il faut vraiment très vite se mettre à distance de ces gens-là. Parce que vous ne les changez jamais, ces gens-là. Donc attention à ces gens-là. En revanche, moi, ce que je vois, c'est que 98% des managers que je rencontre sont des gens qui ont aussi envie de bien faire leur boulot. Sauf qu'ils n'ont pas été bien formés, ils ne savent pas faire, et donc ils font beaucoup de dégâts par maladresse, par méconnaissance. Et puis un manager, ça ne se forme pas uniquement à l'école, quoi. On ne sort pas d'une école. Il y a des écoles de management aujourd'hui. Mais on ne sort pas manager en sortant de l'école. Manager, c'est une science humaine. Il y a un peu de psychologie dans on ne peut pas être manager si on n'a pas dessous de psychologie, si on n'a pas dessous d'empathie, si on n'a pas dessous d'amour de l'autre, j'allais dire, pour arriver à le connaître et savoir à quoi il est bon pour le faire fonctionner.
et dessous de compréhension de ce qu'est un être humain. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Qu'est-ce qui fait qu'on motive une équipe? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce qui drive aujourd'hui un être humain? Clairement, la seule chose qui nous fait lever le matin, je peux vous le dire moi, hein, c'est le plaisir. C'est le plaisir dans ce qu'on fait, le plaisir de... Voilà, c'est la motivation qu'on a en dedans de nous. C'est la passion qu'on a pour notre job, ou pour le plaisir de rencontrer des collègues. Moi, le nombre de gens qui me disent, moi je viens pas au boulot pour faire mon boulot. Je viens au boulot parce que je suis content de retrouver mon équipe. Parce qu'on est des êtres de relation. Et ça, c'est véritablement un élément que... L'homme est un animal social. Exactement. L'homme est un animal social, c'est Aristote hein, qui a dit ça il y a quelques siècles. Mais je crois très fortement à ça. Et on a oublié ça. On a pensé que les hommes étaient des machines. Donc je pense qu'on a... J'espère qu'on vous a un peu éclairé sur les troubles musculo-squelettiques. Vous pouvez tout de suite après retrouver le docteur Bénichou. Oui. Pour lui poser d'autres questions sur le côté plutôt pratique, puisqu'on a la chance d'avoir un médecin qui nous parle de ça et pas un syndicaliste ou un technicien. Donc c'est un autre regard qu'on vous propose sur le salon CE, qui est un regard autre que le juridique, mais celui de celui qui connaît l'humain et la mécanique, l'humain comme un garagiste. Et donc on vous remercie d'être venu nous parler de ça, on vous remercie d'être venu à ce colloque, et puis il y en a d'autres encore demain, hein, sur la qualité de vie au travail d'ailleurs demain matin avec la CFE-CGC. Et on n'a pas fini d'en parler parce que dans la campagne là, je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez pris en compte. Il n'est considéré que de manière comptable, et c'est pas avec de la comptabilité qu'on va soigner les machines. Merci beaucoup Jacques, et vive la qualité de vie au travail. Je crois beaucoup à la qualité de vie au travail, à la fois pour la protection de la santé des individus, mais aussi pour le développement de la performance des organisations, et on a besoin des deux aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Et que ça nous coûte moins cher.